Nous sommes à l'heure, me fait remarquer Alain Lévy. Donc, nous ne voulons pas vous faire attendre. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers lycéens, chers amis, bienvenue au dernier entretien d'ici de l'année qui nous amène à clôturer en beauté le thème du lien que nous filons depuis le mois d'octobre à travers de nombreux domaines. Après Jean-Paul Sartre, la danse, le risque, la famille sous un angle philosophique, nous abordons un sujet phare, celui de l'éducation. Madame Catherine Guéguin, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour évoquer cette question. Pédiatre, vous êtes experte en neurosciences affectives. Vous êtes aujourd'hui une référence dans le monde de l'éducation et de l'enfance. Les découvertes scientifiques à la fin du XXe et au début du XXIe siècle ont complètement transformé la conception de l'éducation. L'apparition des neurosciences affectives et sociales a en effet démontré qu'une grande partie du cerveau est dévolue aux émotions et aux relations. Ainsi, vous prônez une éducation qui repose sur l'empathie, le soutien, l'encouragement, tout en fixant un cadre et des limites aux enfants. Formés à l'aptonomie, qui consiste en la communication avec le fœtus par le toucher du ventre de la mère, ainsi qu'à la communication non violente, vous êtes spécialisé dans le soutien à la parentalité. Vous donnez d'ailleurs régulièrement des conférences sur l'accompagnement des parents auprès du grand public comme auprès des professionnels. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur l'éducation, tels par exemple Pour une enfance heureuse, Heureux d'apprendre à l'école, Lettre à un jeune parent, Entre toi et moi. Ils sont d'ailleurs mis en vente à la fin de votre intervention par la librairie Nati. La question de la parentalité est un sujet majeur auquel je suis particulièrement sensible. La ville a à cœur d'accompagner les parents au fur et à mesure que l'enfant grandit, à travers des structures dédiées. Ainsi, l'espace André Chédid, à côté, dont nous avons fêté les 10 ans en 2024, propose l'Aparté, un lieu d'accueil pour les moins de 4 ans et leurs parents, où ils sont accompagnés. Les associations Accueil Accompagnement autour de la naissance, A3N, Jumeaux et Plus, Périnate, Lire et faire lire enrichissent les propositions offertes aux lycéens. Les structures de la petite enfance, les assistantes maternelles que la ville soutient, sont également des relais clés dans l'éducation et le développement des tout-petits. La culture constitue aussi un pivot de l'éducation pour ce qui est de l'accès à la culture. La ville d'Issy-Moulineaux est exemplaire grâce aux nombreux équipements dont nous nous sommes dotés, toutes disciplines confondues. De l'école d'art des arcades aux espaces ludiques, en passant par nos médiathèques, le musée, le ciné d'Issy, des équipements pluriels comme l'espace André Chédid ou le temps des cerises, tous les styles, tous les âges peuvent aisément trouver les sources d'épanouissement. Ils sont les terrains de découverte des tout-petits, propices aux dispositifs d'éducation culturelle mis en place tout au long de l'année. Catherine Guéguin, avant de vous laisser la parole, je tiens à rappeler à notre auditoire que le Festival du Livre se tiendra le samedi 14 juin prochain sur la place de l'Hôtel de Ville, en présence de Sophie Galabru, marraine de l'événement, et de la grande Sophie, invitée d'honneur. Les activités vous attendent pour toute la famille. Pour découvrir le prochain cycle des entretiens d'ici, ne manquez pas la soirée de présentation de la saison culturelle le jeudi 19 juin à l'auditorium à 19h30. Il me reste à vous souhaiter à toutes, à tous, une excellente soirée. À vous. On vous appelle docteur. Comme vous voulez. Bon, c'est surtout... Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à toute l'équipe d'Issy-les-Moulineaux de m'avoir invité.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être là parmi vous pour vous transmettre ce que j'ai appris ces dernières années à propos de l'éducation. Alors, quelle éducation en 2025? Est-ce que mon diaporama, je ne sais pas qui s'en occupe pour que ça passe, je ne sais pas. Oui, ça passe. Ça passe? Oui, ça y est. Quelle éducation en 2025? Évidemment que c'est une très très grande question et que l'éducation, vous le savez tous et toutes, c'est une des choses les plus complexes. Il n'y a pas de recette dans l'éducation. Par contre, l'éducation pose beaucoup de questions. Et grâce à des chercheurs qui viennent du monde entier, eh bien, moi j'y vois un peu plus clair dans ce qu'il faudrait pour que les enfants se développent mieux à tout point de vue. Et ce sont les neurosciences affectives et sociales qui m'ont aidé à y voir plus clair. Alors, qu'est-ce que c'est que les neurosciences? Ce sont les sciences du cerveau. Beaucoup parmi vous connaissent probablement les neurosciences cognitives parce qu'elles sont anciennes. Elles datent de 1970, les neurosciences cognitives. Et c'est tout ce qui se passe au niveau du cerveau qui nous permet d'apprendre, de comprendre, de mémoriser. C'est tout ce qui est intellectuel, les neurosciences cognitives. Donc ça date de 1970 et à l'heure actuelle, l'éducation nationale se base beaucoup sur les neurosciences cognitives. Les neurosciences affectives et sociales, elles, ont été découvertes il y a très peu de temps, c'est-à-dire fin XXe siècle. Et là, actuellement, elles sont en pleine éclosion. Alors, qu'est-ce que c'est que les neurosciences affectives et sociales? Moi qui suis âgée, quand j'ai appris à quoi servait le cerveau, on savait que le cerveau était dévolu à tout ce qui était intellectuel, la motricité et la sensorialité. Donc l'éducation était basée sur, il faut développer l'intellect chez l'enfant, la motricité par un peu de gymnastique et la sensorialité par un peu de musique et de dessin. Fin XXe siècle sont apparues les neurosciences affectives et sociales qui nous disent qu'une grande partie du cerveau est dévolue aux émotions et aux relations. Et ça, on ne le savait pas du tout. Ça veut dire quelque chose qu'on sait tous profondément. Si je vous interrogeais un à un, vous me le diriez, que pour vous, pour votre accomplissement, vos relations sont fondamentales, bien entendu, et ce que vous ressentez, vos émotions aussi. Donc les neurosciences affectives et sociales nous disent l'importance des émotions et des relations. Et comme on va parler d'émotions et de relations ce soir, je vais vous demander un petit travail, parce que je fais toujours, j'échange beaucoup avec le public. Je vais vous demander de vous mettre par deux, si vous le souhaitez. Et un va parler pendant 2 minutes et demie à peu près, et l'autre va l'écouter sans rien dire, sans faire de commentaires. Et puis, vous allez inverser les rôles. Et la question, ça va être, vous voyez, en tant que parent ou professionnel, qu'est-ce que vous éprouvez comme émotion vis-à-vis des enfants? Donc, je vous propose ce petit travail. Vous vous mettez par deux, et puis je mets mon minuteur, et je vous donne à peu près 2 minutes pour parler de ce que vous éprouvez comme émotion. Avant, les émotions étaient interdites, on ne parlait jamais d'émotions. Nous, médecins, moi j'ai été élevée, par exemple, notre professeur de psychiatrie nous disait vous devez mettre un mur entre vous et vos patients et jamais parler des émotions. Vous voyez? Alors que maintenant, on fait parler des émotions. Donc c'est une toute autre façon de travailler. Ah oui. Et maintenant, les émotions sont rentrées à l'école. Maintenant, on fait parler aux enfants de leurs émotions
en crèche aussi, alors qu'avant c'était interdit. C'était considéré presque comme dangereux de parler de ses émotions. Oui, 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 tout à fait. Les psychiatres. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai une de mes nièces qui est psychiatre, Oui, mais elle est partie au Canada. oui, Son mari était le patron des urgences dans le ville et elle était psychiatre. Alors lui, ils l'ont vite agréé. oui. Mais elle, psychiatre français, Ah oui, ils sont un petit peu déçus quand même du Canada. ah oui. Il y a de tout. Mieux payé. Oui, moi je suis allée au Canada, on m'a invité justement pour faire des conférences et tout. C'est pas idyllique comme on nous le fait croire. Du tout, du tout. Il y a encore beaucoup de choses à revoir. Ça c'est sûr, c'est sûr. Alors lui, il a eu tout de suite la carte verte, mais elle, ils l'ont fait patienter. Ah oui, Il se méfie des Français. ah oui. Vous voyez, les gens parlent, hein. Toujours, toujours, toujours. Un jour, j'ai eu un amphi plein d'inspecteurs d'éducation nationale. Je ne pouvais pas les arrêter. Ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on nous fait parler de nos émotions. Les 2 minutes sont passées, donc je vais vous demander d'intervertir les rôles. Donc celui qui a écouté, maintenant, va parler. Je ne sais pas s'ils m'ont écouté, hein. Il y a beaucoup de femmes. Toujours. Toujours. Il y a quelques hommes quand même. Je trouve ça dommage, mais bon. C'est comme ça. Alors ici, c'est moi qui ai creusé cette salle. Elle est belle, hein. Alors ça a été un moment le vivant des oiseaux. Ah oui. Vous voyez, il y avait un cloître et les communistes avaient tout barricadé. Ah oui, oui. Contreplaqué et autres. Et je trouve que quand on est en cœur de ville, c'est dommage d'avoir un Oui, oui, oui. emplacement réservé. Alors, on a fait sauter ça, on a mis une passerelle Oui, elle est magnifique cette salle, et hein. un mur fait par Renoncia, grand artiste. Oui, oui. Elle est très originale et très belle, hein. Oh oui, ça fait 20 ans, elle tient debout. Hein. Ah oui. Ah, on dirait qu'elle est neuve. Mais parce que j'empêche les boissons, enfin, Ah oui. toutes des conneries. Oui. Et après, je vais leur demander, ceux qui veulent s'exprimer, de parler de leurs émotions. Alors, généralement, la première personne a du mal, Oui, et puis après, ça toujours, vient. première question. Voilà. Alors, les 2 minutes sont passées. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, les 2 minutes sont passées. Donc, je vais demander aux personnes qui le souhaitent d'exprimer ce que vous avez dit dans votre duo. Qui ose commencer? Là, il y a quelqu'un, monsieur. Voilà. Bonsoir. Oui, je pense que pour comprendre ce que sont les émotions, on a listé des émotions. Et on s'est aperçu que souvent, c'était binaire, c'est-à-dire qu'il y avait une émotion, je vais mettre entre guillemets positive, on ne peut pas forcément dire que c'est positif, et une émotion qui est son contraire, comme l'amour et la haine, la joie et la tristesse. Voilà, on a listé une série d'émotions, je pourrais les dire toutes, mais oui. Il faut peut-être que je cède la parole à d'autres. Et vous, qu'est-ce que vous éprouvez comme émotion vis-à-vis des enfants? Ah, on n'a peut-être pas été... Vous n'avez pas répondu à la question. Voilà, exactement. Mais au départ, on avait besoin de définir ce qu'était vraiment une émotion. D'accord. C'est-à-dire un sentiment. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Qui veut parler des émotions que vous éprouvez vis-à-vis des enfants? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Nous, on était 3. Oui. Donc, il y en a une qui a parlé d'étonnement, d'enthousiasme vis-à-vis des enfants.
une autre qui a parlé d'amour incommensurable, que ce soit pour les siens ou pour ceux dont elle s'occupe au travail. Moi, j'ai dit que je ressentais énormément de respect, des fois de l'agacement lié à de l'incompréhension, de la curiosité, parce que je trouve qu'ils nous étonnent tout le temps, souvent, et des fois du désarroi au fait que justement ce soit très difficile de se mettre à leur niveau et de comprendre les choses comme ils les comprennent et comme ils les ressentent. Voilà. Bon, merci beaucoup. Donc vous avez parlé d'enthousiasme, d'amour, mais aussi de désarroi et d'incompréhension. Oui, merci beaucoup. Qui veut encore ajouter quelque chose comme émotion que vous éprouvez vis-à-vis des enfants? Non? Oui, là-haut? La peur, parfois. Oui, on peut avoir peur. Oui, merci. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Quand on voit des enfants, quel que soit leur âge, ils ont tous un potentiel, des dons, etc. Mais comme Saint-Exupéry le dit dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, devant un enfant qui est dans une famille, devant son père et sa mère, qui sont dans un train, peut-être pendant la guerre, enfin un peu assez pauvre, et il dit, est-ce que ce sera un Mozart ou un Mozart assassiné? Vous savez, et donc, pour nos enfants ou pour les autres enfants, on se dit toujours, ils ont un potentiel. Est-ce qu'en fonction de leur environnement, etc., ils seront des Mozart ou des Mozart assassinés? Et alors, vous éprouvez quoi? Eh bien, c'est assez émouvant, parce qu'on se dit, et on voit bien que dans une même famille, avec une même éducation, vous avez des enfants qui ont des dons et qui les développent, oui, et puis d'autres qui ne les développent pas. Alors, comment vous pourriez définir cette émotion? Parce que c'est ça, le travail, vous voyez, c'est de définir ces émotions-là, ce que vous éprouvez. Ben, je ne peux pas dire. Ou de la tristesse, quelquefois, pour certains. Oh. Ou de la tristesse, pour certains. Alors, vous c'est de la tristesse. Ben, pour certains. On n'est pas tous à la même échelle. Oui. J'ai entendu de l'inquiétude. Ou le désespoir. Ça peut être le désespoir, oui. La frustration. La frustration, là j'entends. C'est-à-dire que vis-à-vis des enfants, on peut éprouver toutes les émotions. Et il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, il y a des émotions agréables ou désagréables. Et il faut comprendre juste pourquoi on a telle ou telle émotion. Donc je vous remercie pour votre participation. Et encore un petit travail. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien avec les enfants? Donc pareil, vous vous mettez à deux et une personne parle, l'autre écoute et 2 minutes. Et de quoi l'enfant a besoin pour se sentir bien? Donc il y a 2 questions. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien avec les enfants? Et de quoi l'enfant a besoin pour se sentir bien? Donc 2 minutes. Oui. Appuyez sur le bouton. Ah, là, il faut que vous parliez, là. Appuyez sur le bouton. Non, mais elle veut parler déjà. Non, mais les gens travaillent, là. Je crois qu'il faut avoir un temps de calme, oui, pour avoir une écoute suffisante et être disponible. Oui. Elle n'a pas compris la consigne. Parce que moi, je me suis aperçue beaucoup, en accompagnant les parents, que la plupart ne s'étaient jamais posé ces questions-là. Non. Vous les faites éclore. Ben oui.
alors que c'est des questions fondamentales. On n'ose pas se poser. Ben voilà. Alors toute la soirée ne va pas être comme ça. Hein. Après, après, je vais dire des choses. Mais... Ici à côté, vous avez le grand séminaire. Oui. Et on est accueilli Jean-Paul II même. Ah oui. Et ils ont été jusqu'à 500. Maintenant, ils sont 40. Et alors, moi, j'avais repéré la chapelle est magnifique. Elle a été... Ah, excusez-moi. Les 2 minutes sont passées, donc vous intervertissez les rôles. Et c'est la copie de la chapelle royale de Versailles. Ah oui. Louis XIV en a fait 14, parce qu'il a vécu longtemps, il a régné longtemps. Et au fur et à mesure qu'il approchait de la mort, il refaisait une nouvelle chapelle. Ah oui. Alors là, c'était un lieu magnifique. Alors moi, quand je suis arrivé, tout était avec les communistes. Oui, oui, oui. C'était dégueulasse. J'ai nettoyé les jardins pour accueillir Jean-Paul II. Ah oui. Wow. C'était un type exceptionnel. Oui, tout à fait. Et alors tout le conseil est venu, même les communistes. Ah oui. Et je leur expliquais que j'étais spécialiste de la communication, que j'étais docteur en droit et sciences politiques, que cet homme, il vous donnait l'impression, quand il vous parlait, qu'il n'y avait que vous qui existiez. Oui, mais ça, c'est extraordinaire. Ah oui. Et alors il m'a dit, ça doit être difficile d'être le maire. Alors il y avait tous les responsables religieux, parce que comme il est venu un samedi ou un dimanche, les rabbins ne pouvaient pas venir avec le Shabbat. Ah, même pour Jean-Paul II. Oui, oui. Oh, ils Alors, exagèrent. on avait décalé la date, Ah oui. et ils étaient tous frappés. Ah oui. Donc c'était un grand bonhomme. C'était un événement. Alors, du coup, Oui, je ne savais pas qu'il était venu là. si, en janvier 80, c'est moi qui suis parti nettoyer la chapelle. J'ai prêté le fauteuil du maire. Et du coup, tout le quartier s'appelle Jean-Paul II. Ah oui. Parce Ah oui. qu'il est sur le point d'être béatifié. Oui, oui, Il a probablement. été, Oui, oui. Alors les 2 minutes sont passées. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les 2 minutes sont passées. Donc, comme tout à l'heure, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer en public? Monsieur? Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, mais bon, je veux bien la prendre pour encourager les autres à prendre également. Oui. Donc, nous, on a parlé, ce qu'on s'est De quoi dit, c'est avez-vous que... besoin pour vous sentir bien avec, Alors, avec les de enfants? respect Oui, vis-à-vis d'un enfant et de complicité. d'accord. Voilà, pour répondre à la première question. Oui. Et la deuxième question, est-ce que vous Alors, avez eu le pour temps? la première question, je pense que l'enfant, il a besoin d'être écouté, d'être compris, d'être entendu. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Alors, nous, on avait besoin de disponibilité, de temps, besoin de se poser, observer et puis comprendre. L'enfant a besoin de joie, enfin, on pense que l'enfant a besoin de joie, d'attention et de sécurité, de familiarité, de repères. Merci beaucoup. Une personne là. Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir des connaissances sur le développement de l'enfant. Comme vous dites, les neurosciences, ça nous aide beaucoup à le comprendre. Et l'enfant, il a besoin d'être respecté et surtout de reconnaître ses émotions. Voilà. Merci. Bonsoir. Alors moi, Bonsoir. je dirais avant tout que l'enfant a besoin de notre regard avant tout pour exister, Oui. avant d'arriver à toutes les autres possibilités. Merci beaucoup. Non, moi je trouvais qu'avant tout, les enfants ont besoin que les parents soient disponibles et surtout ouverts, aimants.
disponible, ouvert et aimant. Une chose que l'on a abordée, c'est que les enfants ont besoin d'un cadre, d'un encadrement, d'une écoute, d'une compréhension, mais ils ont besoin d'être guidés. Oui. Merci beaucoup. Donc vous savez tout, hein. Moi je peux partir, Monsieur Santini. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre participation. Donc les besoins fondamentaux, hein, je vous ai mis là sur la diapo, ils sont communs à tous les êtres humains. Hein. On a tous les mêmes besoins, mais à des moments différents. Hein. Je vous ai mis besoin d'aimer, d'être aimé, d'être en sécurité, de relations, etc. Hein. Mais chez l'enfant, le premier besoin, c'est d'être en sécurité affective. Hein. Et la sécurité affective, c'est quoi? Hein? C'est que l'adulte soit empathique et sache reconnaître les émotions et les besoins de l'enfant et sache le réconforter en cas de détresse. Donc ça, c'est fondamental. Et tous les spécialistes au niveau mondial nous disent tous la même chose. Hein. C'est une sécurité affective dont l'enfant a besoin. Donc d'être reconnu dans ses émotions et ses besoins et d'être réconforté en cas de détresse. Alors, qu'est-ce que les neurosciences affectives et sociales nous disent? Ces chercheurs qui viennent du monde entier. Alors, il faut savoir que c'est une vraie révolution éducative. Et que, pour moi, les adultes ont besoin d'être accompagnés pour comprendre tout ce que ces chercheurs nous demandent d'être avec les enfants. Ils nous disent d'abord que le cerveau de l'enfant est beaucoup, beaucoup plus vulnérable, immature et malléable que tout ce qu'on pensait jusqu'à présent. Donc l'enfant est un être très très fragile. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Ensuite, que l'être humain ne naît pas mauvais, alors qu'on nous a bassiné avec ça, hein, que l'être humain avait le mal en lui. Hein. Non, l'être humain ne naît pas mauvais, il naît au contraire avec la capacité à être empathique et altruiste. Et ça, c'est très très important d'avoir ce regard-là sur l'enfant. Ensuite, l'enfant petit n'est pas méchant. Hein. Vous savez qu'à partir de 18 mois, généralement, il a des gestes agressifs. Il peut taper, il peut mordre, il peut se rouler par terre, il peut crier. Hein. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il est méchant, mais parce que son cerveau est immature et qu'il n'est pas capable de faire face à ses émotions et à ses impulsions. Ensuite, les chercheurs nous disent l'importance capitale des émotions dans la connaissance de soi, dans la réflexion, le sens moral, la capacité à faire des choix. Ils nous disent que les humiliations verbales et physiques que la grande majorité des enfants reçoivent encore dans le monde entraînent beaucoup, beaucoup de troubles du développement chez l'enfant. Et on va le revoir. Et ils nous disent tous que la qualité de la relation, elle est fondamentale et que qu'est-ce qu'il devrait avoir, l'enfant, c'est-à-dire avoir des relations empathiques, soutenantes, encourageantes, et c'est ça qui fait maturer le cerveau de façon globale. Et cette éducation, ça n'a strictement rien à voir avec le laxisme. Actuellement, dans le monde, et ça, peu de personnes ne le savent, la grande majorité des enfants subissent des humiliations verbales et physiques. Et les parents, je n'en veux pas du tout aux parents. Moi, dans ma vie, je me suis beaucoup occupée de parents maltraitants et d'enfants maltraités. Ils le font la plupart du temps en croyant bien faire. Ils pensent que punir leur enfant, être dur avec lui, va faire que l'enfant va bien se comporter et bien travailler à l'école. Donc, ils le font avec une bonne intention. Ils ne savent pas les conséquences de leur éducation, beaucoup, beaucoup trop dure pour l'enfant. La Fondation pour l'enfance, je fais partie du conseil scientifique de la Fondation pour l'enfance, a réalisé en avril 2024 une étude sur les parents. Et qu'est-ce que ça a montré, cette étude? Que 81% des parents disent qu'ils utilisent encore des violences dites éducatives. Et en hausse par rapport à l'enquête de 2022. Donc vous voyez qu'on
en France, les parents utilisent encore beaucoup de violence vis-à-vis de leurs enfants pour les éduquer. En novembre 2021, je ne sais pas si vous avez été au courant, l'OMS et l'UNICEF ont fait un appel à tous les gouvernements du monde pour demander que les parents aient du soutien. Vous le faites à la mairie d'Issy-les-Moulineaux, pour arrêter les maltraitances vis-à-vis des enfants. Et ils nous disent dans ce rapport, vous pouvez le trouver sur Internet, qu'à l'échelle mondiale, plus d'1 milliard d'enfants et d'adolescents sont victimes de violences physiques, émotionnelles ou sexuelles chaque année. Et en Europe, c'est 117 millions d'enfants. Donc vous voyez que ce n'est pas un petit problème. Par contre, c'est un tabou. Ce rapport, il recommande quoi ? Un soutien des parents qui repose sur des connaissances scientifiques, avec une éducation dite positive, comprendre la théorie de l'attachement et l'importance des émotions, et pour que les parents instaurent des relations constructives avec l'enfant et arrêtent d'humilier verbalement et physiquement les enfants. Rebecca Waller, qui travaille à Oxford, a fait le bilan de 30 études sur les éducations punitives et sévères. Je vous le redis, les parents le font avec une bonne intention. Eh bien, ça fait le contraire que ce que voudraient les parents. Et en fait, l'enfant et l'adolescent, il va devenir quoi ? Insensible, dur, sans empathie. Et elle montre que, très souvent, au contraire, l'enfant va développer quoi ? De l'agressivité, de la dépression, de l'anxiété et ensuite de l'addiction à l'alcool, aux drogues et des vols, de la délinquance. On sait que la très grande majorité des addictions à l'alcool et aux drogues, on retrouve de la maltraitance pendant la petite enfance. Donc ce n'est pas un petit problème, la maltraitance dans l'enfance, ça donne beaucoup de troubles psychiatriques et des addictions. On ne peut plus élever les enfants comme autrefois parce que les connaissances progressent et que nous savons maintenant que l'empathie et l'encouragement sont indispensables parce que ça fait maturer le cerveau de l'enfant, et que les humiliations physiques et psychologiques vont donner beaucoup de troubles du comportement chez l'enfant. Donc comment on fait avec tout ça ? Alors notre humanité, elle progresse, pas toujours, mais elle progresse. C'est la Suède qui a été le premier pays au monde à avoir une loi contre les humiliations vis-à-vis des enfants. Et cette loi, elle date de 46 ans, c'était en 1979. En France, on a une loi depuis le 10 juillet 2019 qui demande que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. J'ai été contente de cette loi, mais pas très contente. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas explicite. On ne dit pas aux parents ce que c'est qu'une violence physique ou psychologique. Donc les parents pensent que taper un peu l'enfant, c'est de l'éducation. Ils pensent que dire à un enfant « t'es nul, t'es un bon à rien », c'est de l'éducation. Donc ils ne savent pas ce que c'est qu'une violence physique ou psychologique. Et ensuite, ça ne concerne que les parents. Et moi, j'aurais souhaité que ça concerne tous les lieux de vie de l'enfant. Donc il y a encore des progrès à faire au niveau de la loi. Donc, ce que nous disent les chercheurs du monde entier, c'est que la relation idéale avec l'enfant, c'est une relation empathique, soutenante et aimante, et c'est ça qui va faire que le cerveau va se développer de façon optimale. Être bienveillant, c'est quoi ? Vous l'avez dit, savoir, écouter, comprendre les émotions, pensées et besoins de l'enfant, savoir le réconforter en cas de détresse et quand il en a besoin, savoir soutenir et encourager l'enfant et poser un cadre, savoir dire non, mais sans humilier l'enfant. Alors l'empathie, puisque tous les chercheurs du monde entier nous disent qu'il faudrait être empathique, c'est quoi ? C'est un travail sur les émotions. Et les chercheurs sur l'empathie définissent l'empathie avec 3 facettes. Une empathie affective
il s'agit de d'abord percevoir ses propres émotions. Donc il faut connaître ses propres émotions et celles d'autrui, et sans être dans la confusion entre soi et autrui. Ça, c'est très, très important. Alors, je sais qu'il y a des professionnels là dans la salle ce soir. Quand on est professionnel, il ne faut pas du tout confondre ses émotions avec les émotions que vit l'enfant. C'est-à-dire que si vous avez un enfant en détresse, il ne faut pas porter la détresse de l'enfant ou du parent sur ses épaules, sinon vous ne pouvez pas l'aider. Par contre, quand on est parent, on porte la détresse de nos enfants. On ne peut pas s'en empêcher. Ensuite, l'empathie cognitive, c'est comprendre pourquoi nous-mêmes avons telles émotions, pourquoi l'autre a telles émotions. Et ensuite, la sollicitude empathique, ça va nous inciter à prendre soin de nos propres émotions et de celles d'autrui. Et c'est donc quand il y a cette empathie que ça va développer globalement tout le cerveau, aussi bien le cerveau intellectuel que le cerveau affectif. Moi, je peux vous assurer que quand j'ai sorti ces études-là, j'ai été estomaquée, que c'est l'empathie qui fait développer le cerveau des êtres humains. Être empathique ne veut pas du tout dire être laxiste, bien entendu. L'adulte doit toujours être un vrai adulte. Il transmet un cadre, des valeurs. Il sait dire non, mais il le fait en comprenant les émotions et les besoins de l'enfant et sans l'humilier. Et avec l'enfant, il faut toujours parler avec des mots très simples. On ne doit pas dire ça, on ne fait pas ça. Et chez l'adolescent, la même chose, mais toujours donner confiance, c'est-à-dire je te fais confiance en grandissant, tu vas apprendre à ne plus dire ça, à ne plus faire ça. Je peux vous assurer que moi, en consultation, les enfants, quel que soit leur âge, me disaient, mais l'éducateur ou l'enseignant ou le parent, moi, il me fait des grands discours de morale, moi, je n'écoute pas du tout. Alors qu'il faut être très, très clair, non, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Et toujours, toujours faire confiance à l'enfant. Je te fais confiance, en grandissant, tu vas apprendre à ne plus faire ça ou à ne plus dire ça. Vous le savez, c'est la confiance qui nous fait progresser, nous les êtres humains, quel que soit notre âge. Mais pour les enfants et les adolescents, c'est le plus important, toujours leur dire « je te fais confiance ». Donc, être parent, là, je vais vous dire des banalités, ça peut être une source de grande joie, mais ça peut être aussi très difficile. Et ça demande de l'empathie vis-à-vis de soi-même, du conjoint, des enfants, et une ambiance familiale faite d'empathie va faire du bien évidemment à tout le monde et va changer l'ambiance dans la famille. Alors les êtres humains naissent empathiques, on le sait, et la molécule de l'empathie, c'est l'ocytocine. Tous les êtres humains naissent avec de l'ocytocine. Pourquoi alors nous ne sommes pas tous empathiques? Est-ce que vous le savez? Qui aurait une idée? Tous les êtres humains naissent empathiques, oui. 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 Les expériences de vie. Oui. Donc il peut y avoir les conditionnements, mais il y a beaucoup les traumatismes, tout ce qui est d'ordre traumatique. Alors malheureusement, nous pédiatres, on connaît très très bien la réponse. Les enfants reçoivent énormément de maltraitance et d'humiliation verbale et physique dès la première année de vie. Donc dès la première année de vie, ces humiliations font sécréter le cortisol, la molécule de stress, et le cortisol empêche le développement de l'ocytocine. Donc c'est les humiliations verbales et physiques que les enfants reçoivent presque tous dès la première année de vie qui empêchent les êtres humains de devenir empathiques. Peut-on devenir plus empathique et si oui, comment? Eh bien, on devient empathique en recevant de l'empathie. Ça veut dire que nous, les êtres humains, on est totalement interdépendants. C'est-à-dire que dès que quelqu'un est empathique avec nous, par exemple, tout à l'heure, je vous ai fait travailler à deux, ce n'est pas pour rien, vous avez reçu de l'empathie vis-à-vis de vos émotions. Eh bien, vous avez reçu de l'ocytocine.
Et l'ocytocine nous permet d'être empathique. Donc, dès qu'on a de la compréhension et du soutien venant de nous-mêmes, c'est de l'auto-empathie, ou de notre entourage, eh bien, on devient plus empathique. Donc, on a besoin de recevoir de l'empathie pour devenir de plus en plus empathique. Donc, je vous ai mis, encouragez-vous, donnez-vous du soutien, de la bienveillance, de la compréhension, soyez votre meilleur ami en vous disant « tu fais de ton mieux, tu vas y arriver ». À l'inverse, plus on se critique, plus on se stresse, plus notre capacité d'empathie va diminuer. Et donc, quand on n'a pas d'empathie, qu'est-ce qu'on va faire? On va stresser l'enfant et on ne va pas pouvoir être empathique avec lui. Donc, l'empathie, elle commence par soi-même. Donc, il faut se donner de l'empathie. Faire des erreurs n'est pas grave. Hein. L'important, je vous ai mis, c'est de le reconnaître. Hein. Au niveau éducatif, on fait tous des erreurs. Et quand on fait des erreurs, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que quand on a eu un mot de trop ou un geste qu'on n'aurait pas dû avoir avec un enfant, il faut toujours le reconnaître et s'excuser. Et pour moi, c'est très éducatif pour l'enfant. Dans ce cas-là, il va prendre conscience que les adultes commettent des erreurs, comme lui, et qu'on apprend de nos erreurs. Et généralement, l'enfant va faire de même, lui, quand il va avoir, justement, faire quelque chose qui n'est pas recommandé, il va dire, ben oui, ça y est, je reconnais ça, et il va s'excuser. Donc c'est extrêmement éducatif. Je vous ai mis, l'enfant va vous respecter beaucoup plus si vous avez été capable de reconnaître vos faux pas, en disant, je suis désolée, je regrette de t'avoir dit ça, ou de t'avoir menacé, puni. J'étais très énervée, j'ai réagi immédiatement, je ne souhaite plus me comporter comme ça. Et je vous ai mis, l'enfant va vous imiter alors en ne cachant pas ses faiblesses et en parlant de ses difficultés et en ne s'effondrant pas quand il fera des erreurs. Vous pouvez toujours m'interrompre si vous avez des questions par rapport à ce que je dis. Avoir de l'autocompassion, s'encourager, c'est très très important. On sait que l'autocompassion est le premier facteur protecteur et qui prévient le burn-out. En ce moment, on entend beaucoup parler de parents qui font des burn-out. Hein. C'est parce qu'ils n'ont pas assez d'autocompassion pour eux-mêmes. Ils pensent qu'on peut être un parent parfait alors que ça n'existe pas. Hein. Donc, il faut que vous voyiez consciemment tout ce que vous faites de bien en tant que parent ou professionnel. Et au contraire, plus on se critique, plus on se dévalorise, plus on va mal, et plus, dans ce cas-là, on va risquer de punir, et plus l'agressivité de l'enfant va alors augmenter. Encore un petit travail, mais je ne vais pas vous faire demander d'être par deux. Je ne vais pas vous demander d'être par deux. Quelles sont vos qualités, vos forces, vos ressources? Et est-ce que vous pourriez parler d'une situation avec un enfant dont vous êtes fier? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe bien? Quelles étaient mes compétences à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai éprouvé? Est-ce que vous connaissez vos forces, vos qualités en tant que parent ou professionnel de l'enfance? Qui a envie de parler de ça? Je crois qu'il est important de ne pas être perfectionniste. D'accord. D'accord. Donc vous reconnaissez vos erreurs? Oui. D'accord, merci. Oui, c'est très important. Hein. Oui, il y a une question là, à droite. Ben moi, je pense qu'en tant qu'adulte, je n'ai pas tous les droits sur l'enfant. De par mon statut d'adulte, hein, mon pouvoir d'adulte, ma force physique, voilà, je pense que je n'ai pas tous les pouvoirs sur l'enfant. Et moi, la situation que j'ai eue, c'est que souvent, avec ma fille, c'était très conflictuel. Et ce qu'on faisait après, c'est qu'elle m'écrivait un mot d'excuse et je lui écrivais un mot d'excuse. Et puis après, on en reparlait ensemble. Ben bravo. Hein. De rien. Mais tous les parents ne sont pas capables de ça. Hein. Ouais. En haut, il y a une intervention. Oui,
pour ma part, je pense qu'il faut être dans le non-jugement de l'enfant. Souvent, on arrive dans un contexte et on nous dit « il est comme ça, tu verras, fais attention, etc. » Et moi, les seules fois où ça a vraiment bien marché avec un enfant, c'est que quand j'oubliais tout ce qu'on m'avait dit sur lui, j'essayais d'avoir mon propre regard et ma propre compréhension sur ce qui se passait au moment où quelque chose se passait avec lui. C'est difficile. Merci beaucoup. Ah, il y a une dame là qui veut s'exprimer. Je peux raconter une anecdote. Quand mon fils avait 14 ans, il était entouré de fumeurs et mon mari avait été et était un grand fumeur. J'ai dit à mon fils, voilà 3 paquets de cigarettes, c'était des cigarettes différentes, tu peux tester, tu me diras ce que tu en penses. Une semaine après, il m'a dit, je les ai donnés à mes copains parce que moi, je n'avais pas envie de fumer. Je lui ai redonné 3 paquets et je lui ai dit, voilà, encore 3 paquets. Et ça a duré 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il m'a dit, ben, je n'ai pas fumé, tu m'as bien eu. J'ai répondu, pourquoi ? Est-ce que je ne t'ai pas fait confiance ? Est-ce que je ne t'ai pas aimé ? Aimer, c'est faire confiance. Alors, viens m'embrasser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, qu'est-ce que les chercheurs nous disent? Qu'avec le bébé, il faut prendre le temps de capter son regard et d'échanger avec lui. Et c'est très important parce que ça va renforcer les principales structures cérébrales impliquées dans l'empathie et le soutien. Vous voyez, prendre même 10 minutes par jour, d'être vraiment dans le regard avec l'enfant, d'échanger avec lui, au moins 10 minutes, c'est très très important. L'imitation, c'est un facteur très important dans le développement de l'enfant. Les adultes sont des très puissants modèles. Quelques pistes faciles à mettre en œuvre et qui ont des effets positifs chez l'enfant. Vous voyez, passer 10 minutes par jour avec votre enfant sans rien faire d'autre. Et ça, tout le monde ne le fait pas, alors que ça paraît très peu de temps, 10 minutes. Être conscient de toutes les qualités de son enfant. À table le soir, parler des bons moments vécus dans la journée. Souligner chaque progrès, même minime, c'est-à-dire que si vous demandez à un enfant de mettre ses affaires sales dans le bac à linge sale et qu'il met une seule chaussette, au lieu de lui dire « franchement, t'es infernal, hein. T'es même pas capable de mettre 2 chaussettes », on lui dit « c'est déjà très bien, t'as mis une chaussette ». Vous voyez ? Eh bien, souligner chaque progrès, même minime. Et quand vous demandez quelque chose à votre enfant, soyez très précis et très concret. Ça, on sait que c'est des choses qui marchent très très bien. Il faut essayer. L'encouragement vis-à-vis des enfants est très très important. Et même chez des tout petits, on sait qu'encourager le partage, l'aide et la coopération va doubler le taux d'aide chez les petits. Donc chez les tout petits, il faut essayer d'encourager qu'ils sachent partager avec les autres, aider les autres et coopérer. Encourager les efforts, c'est très très important et ça donne confiance en soi-même. Donc c'est très très important. Face au comportement d'agressivité des enfants, vous le savez, à partir de 18 mois, l'attitude des adultes est déterminante. Ça, c'est un chercheur qui nous vient d'Allemagne qui nous dit ça. C'est une étude sur des enfants entre 5 mois et 4 ans. La plupart des adultes, qu'est-ce qu'ils font quand l'enfant est agressif? Ils punissent. Et qu'est-ce que ça donne chez l'enfant? Eh bien, les enfants crient, ils sont en colère contre l'adulte et les comportements agressifs continuent. Et ce chercheur montre que quand l'adulte est empathique, parle des émotions et les besoins de l'enfant et de l'enfant victime,
parle du comportement attendu, propose des solutions et des alternatives. Progressivement, l'enfant va modifier son comportement. Donc, tous les chercheurs du monde entier disent que c'est comme ça qu'il faut se comporter quand l'enfant a un comportement agressif. Donc, vous voyez, ces recherches nous aident à savoir comment faire. Les bloqueurs de communication vis-à-vis de l'enfant, quelqu'un l'a dit là tout à l'heure là-haut, mettre des étiquettes sur un enfant, ça bloque la relation. Il est ceci, il est cela. Obliger un enfant à faire immédiatement ce que je veux en menaçant de le punir, alors là, généralement, ça se termine très mal. Et comparer les enfants entre eux, aussi, c'est très, très délétère pour les enfants. Qu'est-ce qu'on appelle les compétences socio-émotionnelles? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Eh bien, c'est la connaissance des émotions, de leur expression, leur régulation et comprendre leurs causes. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, ça nous donne la capacité à avoir des relations satisfaisantes, savoir écouter, comprendre l'autre, coopérer, résoudre les conflits. Eh bien, on sait que ces compétences sont liées à la réussite scolaire. Et à l'heure actuelle, on développe les compétences socio-émotionnelles chez les enfants. Il y a les kits d'empathie faits par Gabriel Attal qui doivent normalement être mis en œuvre depuis septembre 2024 dans les écoles maternelles et primaires où on apprend aux enfants à développer leurs compétences émotionnelles et sociales. Donc c'est une grande avancée pour la France déjà. Quand on développe ces compétences socio-émotionnelles chez l'enfant, eh bien l'enfant va progresser sur tous les plans, personnels, dans ses relations, il n'y a plus de harcèlement scolaire, et dans sa réussite scolaire. Là, c'est une étude qui nous vient d'Italie chez des tout-petits de 2 à 3 ans. Parler des émotions aux enfants, dès tout petits, va améliorer leur régulation émotionnelle, leur empathie, leur comportement d'entraide et leur langage. Donc vous voyez que ça développe le cerveau affectif, mais aussi le cerveau intellectuel. Et pourquoi? Parce que parler des émotions, c'est de l'empathie. Et que l'empathie développe tout le cerveau, aussi bien le cerveau intellectuel que affectif. Encore une étude qui nous vient d'Italie. Quand la mère, alors ça m'agace quand les études sont toujours faites avec les mères, hein. Si c'était le père ou quelqu'un d'autre, je pense que ça ferait la même chose. Quand la mère est consciente de ses émotions et de celles de son enfant, en parle avec lui, voit les émotions désagréables comme une opportunité, aide l'enfant à les exprimer, à les réguler, eh bien l'enfant va présenter une meilleure connaissance et régulation des émotions, des relations plus positives avec ses pairs, une meilleure réussite scolaire par la suite et une meilleure estime de soi. Et il y a un effet inverse quand la mère rejette les émotions. Et vous voyez, ce sont des études qui sont chez des enfants tout petits, de 2 ans à 4 mois. Encore une étude qui nous vient d'Italie. Les Italiens font beaucoup d'études sur ce sujet-là, qui est très intéressante. Cette jeune chercheuse montre que lire une histoire tous les jours pendant 2 mois chez des petits de 2 à 3 ans. Elle prend 2 groupes. Il y a un groupe qui entend la même histoire et qui ensuite va jouer. Un autre groupe à qui on va faire parler des émotions des enfants, comprendre leurs causes, les réguler, avoir des comportements d'entraide, prosociaux c'est d'entraide, et des émotions des personnages de l'histoire. Eh bien, quand on a fait travailler sur les émotions, eh bien, il y a un développement global du langage, il y a une augmentation des comportements d'entraide, de l'expression des émotions et de leur compréhension. Et chez les enfants qui ont entendu la même histoire, il n'y a pas du tout d'augmentation sur ces critères-là. Donc vous voyez que parler des émotions va améliorer énormément d'éléments dans le développement des enfants. Ça, c'est un prix Nobel d'économie de James Heckman, qui a fait une étude en 2007 qui a montré que $1 investi dans la formation
du développement des compétences socio-émotionnelles des professionnels de l'enfance, permet d'économiser 100 $ en prévention à l'âge adulte des risques de chômage, d'exclusion sociale, de délinquance et de tout type de déviance. Et plus tôt on investit, plus l'impact est important. Donc, comme on a parlé beaucoup d'émotions, on va revenir aux émotions et de vous dire que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont juste agréables ou désagréables. Et que quand elles sont agréables, ça veut dire que nos souhaits, nos besoins très profonds sont satisfaits. Et quand on a tout le temps des émotions désagréables, c'est-à-dire qu'on est anxieux, triste tout le temps, ça veut dire que nos besoins profonds ne sont pas satisfaits. C'est Antonio Damasio, ce neurologue d'origine portugaise qui vit aux États-Unis, qui a été le premier à nous parler des émotions. Donc c'est très récent, c'est fin XXe siècle. Et ça a été le premier à décrire le circuit cérébral des émotions. Avant, on ne le connaissait pas. Et il a écrit un livre que vous connaissez peut-être, L'erreur de Descartes. C'est un tacle pour nous Français. Et si vous lisez son livre, et vous verrez que dans la préface, il dit « J'ai été très troublée parce que moi, j'ai été élevée par des parents et des enseignants qui m'ont toujours dit qu'il n'y avait que l'intellect qui comptait et que les émotions, il ne fallait pas en tenir compte. » Et c'est en travaillant avec ces malades qu'il a compris l'importance des émotions. Et il nous montre que nos émotions sont fondamentales pour notre vie affective, bien entendu, mais aussi notre façon de penser, de faire des choix, d'apprendre, d'agir, et pour notre sens éthique et moral. Quand on n'a pas été autorisé à exprimer nos émotions, arrête de pleurer, va faire ta colère ailleurs, eh bien, il n'y a pas de connexion avec ces émotions. Quand on a subi, enfant, beaucoup d'humiliation, moi j'ai reçu beaucoup d'enfants, je vous ai dit, qui ont été maltraités, je leur demandais comment ils se sentaient, comment ils allaient, mais ils me disaient, moi très bien. Parce que dans ce cas-là, c'est du déni pour ne pas souffrir, pour ne pas reconnaître que oui, on souffre. Donc beaucoup de personnes ne sont pas du tout connectées à leurs émotions. Ça, je vous l'ai déjà dit. Les émotions, elles nous aident à nous connaître, donc c'est très important. Elles sont là comme un signal pour que nous prenions soin de nous. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me donne du plaisir? Elles nous permettent de mieux savoir vers quoi orienter notre vie pour qu'elle soit en accord avec ce que nous souhaitons profondément. Nos émotions sont le reflet de ce que nous souhaitons profondément, de nos besoins. Pourquoi j'éprouve cette émotion? De quoi ai-je besoin? Les parents que je recevais, très souvent, ils étaient en colère vis-à-vis de leur enfant, qui avait des comportements qu'ils jugeaient inadéquats. Et en fait, derrière cette colère des parents, il y avait quoi? De l'inquiétude, du désarroi, de l'inquiétude, parce qu'ils avaient besoin de comprendre pourquoi leur enfant réagissait comme ça, et du désarroi, parce qu'ils ne savaient pas comment faire avec leur enfant. Vous avez beaucoup maintenant de possibilités de relier les émotions et les besoins. Je ne sais pas si vous connaissez la roue des émotions, de l'autrement dit, qui relie émotions et besoins. Échanger autour de nos émotions, comme je vous ai demandé là en début de soirée, nous fait du bien. Elle nous permet d'avoir des relations plus satisfaisantes parce que nous comprenons mieux que nous sommes tous traversés par des émotions et que ce n'est ni bien ni mal. Exprimer nos émotions agréables est très bénéfique parce que cela, vous voyez, a beaucoup d'effets. Ça décuple nos sensations agréables, ça diminue le stress, la fatigue, ça augmente les défenses immunitaires, ça donne une meilleure santé mentale, ça permet un meilleur fonctionnement intellectuel, ça favorise la résilience, ça augmente la résolution de problèmes complexes, la créativité, l'ouverture au changement, ça améliore les relations, il y a moins de jugement, moins de dogmatisme. Donc vous voyez, partager nos émotions agréables,
les exprimer, ça nous fait beaucoup de bien. Donc, il faut être conscient qu'il faut parler de nos émotions. C'est de l'hygiène émotionnelle dès le matin, quand on se lève, on se brosse les dents, on se lave, mais il y a l'hygiène émotionnelle. Il faut être capable de parler de nos émotions dès le matin, ça nous fait du bien. Exprimer nos émotions désagréables nous fait beaucoup de bien. Pourquoi ? Dès qu'on exprime nos émotions désagréables, par exemple, je suis en colère, je suis triste, ça nous apaise parce que ça va apaiser l'amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale, c'est une structure cérébrale que nous avons et qui active la sécrétion de molécules de stress, le cortisol et l'adrénaline. Dès qu'on arrive à dire « je suis stressé » ou en colère, tout de suite, on a moins de cortisol et moins d'adrénaline. Donc, il faut pouvoir exprimer nos émotions dès le matin. Le grand défi des adultes face aux enfants est de savoir face à leurs émotions. Moi, j'ai eu des parents qui me disaient « moi, je passe mes nerfs sur mes enfants, ça me fait beaucoup de bien ». Avec moi, ils ne se gênaient pas de me dire ce qu'ils pensaient. Et beaucoup me disaient ça. Et donc, pour les adultes, les tempêtes émotionnelles des enfants tout petits, c'est un grand défi. Donc, il faut exprimer ses émotions, mais sans culpabiliser l'enfant. Si on lui dit « tu m'énerves », évidemment que l'enfant va se sentir en faute. Il va se croire responsable de notre énervement. Il va se vivre comme un enfant mauvais. Eh bien, en fait, dans cet exemple, quand soi-même on est énervé, ça veut dire qu'on a atteint nos propres limites et qu'on peut soi-même réguler notre énervement. Et qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir dire à l'enfant ? Plus on est attentif à nos émotions, et les émotions, c'est corporel, eh bien, il faut dire à l'enfant, là, maintenant, je sens que j'ai atteint mes propres limites, j'ai le cœur qui bat vite, j'ai chaud, je commence à avoir la voix qui tremble, il va falloir que je fasse une pause et que je m'éloigne et que j'aille respirer. Il faut être conscient de ça. Eh bien, c'est extraordinaire parce que moi, j'ai appris aux parents à faire ça. Eh bien, les enfants, ils font la même chose. C'est-à-dire que l'enfant, dans ce cas-là, quand il a envie de donner un coup de poing à un de ses copains ou à son petit frère ou sa petite sœur, il dit « oh là 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 là, là je sens que je commence à m'énerver, je sens que j'ai envie de donner un coup de poing », eh bien là, il va falloir que j'aille faire une pause et que j'aille respirer tranquillement. Donc vous voyez, il faut être conscient de ce qui se passe en nous pour ne pas justement avoir des attitudes négatives. Nous nous apaisons vis-à-vis des colères des enfants quand nous acceptons nos émotions désagréables comme quelque chose de normal, quand nous changeons de regard sur l'enfant en voyant quelqu'un de très fragile, quand nous recevons de l'empathie et quand nous trouvons évidemment dans notre vie quotidienne des moments qui nous font du bien. La sécrétion d'ocytocine qui nous permet d'être empathique, de dopamine qui nous donne du plaisir à vivre est stimulée par la collaboration, la coopération et le plaisir. Donc dès qu'on collabore et qu'on coopère, on a de l'ocytocine et de la dopamine. Au contraire, elle est bloquée, ces sécrétions, elles sont bloquées par la compétition, la comparaison et par le stress. Dès qu'on est stressé, on n'a plus d'ocytocine et plus de dopamine. L'importance du jeu, vous le savez, c'est très très important pour les enfants. Et rire et s'amuser est très bénéfique pour le cerveau. Et à chaque fois que l'enfant joue, il y a la sécrétion d'une molécule qui est très importante, qui s'appelle le BDNF, et qui permet la croissance des neurones. Donc c'est très très important pour les enfants qu'ils aient du temps pour jouer. L'ocytocine, la molécule de l'empathie, est libérée quand on écoute de la musique. Et elle est fortement augmentée quand on chante ensemble. Donc chanter fait du bien. Maintenant, je vais vous parler des études scientifiques des effets de l'empathie du soutien sur le cerveau de l'enfant. Une mère empathique, mais si le père était empathique, je pense que ça ferait la même chose, va développer l'hippocampe.
c'est une structure cérébrale qui est dévolue à la mémoire et à l'apprentissage, donc c'est très important. Et ça va développer donc cet hippocampe et des connexions qui sont très importantes pour le cerveau socio-émotionnel et la régulation des émotions, vous voyez, dès l'âge de 6 mois. Donc vous voyez que l'empathie agit déjà chez le bébé à l'âge de 6 mois. Là, c'est une grande étude entre 3 ans et jusqu'à l'adolescence. Si la mère soutient, encourage son enfant quand il est petit, son hippocampe va augmenter de volume. Et l'hippocampe, je vous redis, c'est une structure qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Et cet impact est d'autant plus important qu'il se déroule à l'âge préscolaire. Et une attitude très soutenante durant la petite enfance va multiplier par 2 le volume de l'hippocampe. Et cet effet va persister jusqu'au début de l'adolescence. Donc il faut que, aussi bien les adultes qui s'occupent d'enfants, les enseignants, arrêtent de toujours pointer ce qui va mal et sachent soutenir, encourager tout ce que l'enfant fait de bien. Et ça, c'est très, très important. Encore une très, très grande étude, elle mériterait, à mon avis, le prix Nobel. Cette jeune chercheuse hollandaise, elle a fait une grande étude entre 6 semaines et 8 ans, donc des enfants de 6 semaines à 8 ans, sur 191 familles, chez le père et la mère. Et elle a montré que des parents empathiques durant la petite enfance, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à 8 ans? Il va y avoir une augmentation de toute la substance grise du cerveau et un épaississement du cortex préfrontal. Le cortex frontal, c'est ce qui nous permet tout ce qui nous permet d'être vraiment humain, toutes les grandes capacités de l'être humain. Et c'est ce qui nous différencie des grands singes, le cortex préfrontal. Donc vous voyez que l'empathie va développer absolument tout le cerveau. Le maternage, qu'est-ce que c'est? C'est prendre soin, réconforter, consoler, câliner. Et le maternage n'est pas fait que pour les bébés. À tout âge, on peut avoir besoin d'être materné. Et le maternage n'est pas réservé qu'aux femmes. Les hommes savent aussi bien materner que les femmes. Eh bien, ça fait sécréter de l'ocytocine. Ça augmente le BDNF, qui est un facteur de croissance des neurones. Ça modifie l'expression d'un gène qui va renforcer l'aptitude à faire face au stress et va améliorer la mémoire et l'apprentissage. Et ça a des effets très positifs sur la maturation de tout le cerveau. Et ça agit donc sur les facultés intellectuelles et affectives. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on prend soin, qu'on réconforte, qu'on console, qu'on câline un enfant, ça a des effets très positifs sur le développement de l'enfant. Le contact, quand il est doux et respectueux, va faire maturer le cerveau des enfants. Est-ce que vous avez des questions là? Parce que je vous ai dit beaucoup de choses. Ça va? Une question? Appuyez sur le bouton. Parce que je crois que c'est là le point essentiel, parce que ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir les mères avec leur téléphone. Oui, absolument. Ces mères que je qualifierais d'inconscientes laissent l'enfant, que ce soit le tout petit, qui les regarde et qui est très frustré parce qu'il n'a pas de réponse. Et ensuite, l'enfant, à la sortie de l'école, qui a fait des efforts toute la journée et qui n'attend qu'une chose, c'est que sa maman lui montre qu'elle est là pour lui, pas pour son téléphone. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Les téléphones portables chez les parents, c'est une catastrophe quand ils sont avec leurs enfants. Donc, il y a beaucoup de prise de conscience à avoir vis-à-vis de cette question-là. Oui, tout à fait. C'est un gros problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Votre étude remonte à 3 ans en arrière, mais les enfants qui auront 18 ans dans 15 ans, est-ce que vous savez le comportement qu'ils auront au vu de votre Et vous parlez de quelle étude? Au niveau de recul, vous avez
un recul sur 3 ans, vous dites que l'empathie développe le cerveau, mais les enfants dont on développe le cerveau aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils seront dans 15 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils deviendront en fait? C'est pas mon étude, hein, moi. Moi, je suis une clinicienne. Hein. J'ai toujours travaillé avec les parents et les enfants. Là, je vous parle d'études de chercheurs. Hein. Oui, mais du coup, le futur de ces enfants, on ne le connaît pas encore. Il y a des études qui montrent le suivi des enfants aussi. Oui. Sur 18 années, donc on sait à 18 ans qu'est-ce que deviendra cet enfant. Parce qu'aujourd'hui, on voit les enfants, la société se dégrade, les enfants sont de plus en plus violents. Et en fait, on dit qu'il faut ne pas... c'est l'éducation, laisser faire en fait. Laisser faire l'enfant. Parlez dans le micro. Ben, je sais, oui. Et donc le recul qu'on a sur ce mode d'éducation, on sait ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'éducation qu'ont eu les enfants il y a 18 ans en arrière. Mais ceux qu'on éduque aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviendront dans 18 ans? Oui. Là, ce que moi je prône, c'est que les parents ont vraiment besoin d'être accompagnés et soutenus. C'est pas en une fois. Là, quand vous parlez d'accompagner les mères pendant la grossesse, oui, mais c'est tout le temps qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Par rapport à la remarque que vous faisiez, vous disiez qu'on parle beaucoup des mamans, mais les papas, dans l'histoire, c'est vrai qu'ils sont un petit peu oubliés, et ça a toujours été le cas. Les pères sont aussi importants que les mères. Tout à fait. Mais moins présents. Ça dépend des cultures, ça dépend des familles. Oui. Quand j'ai lu le rapport des 1001 jours du bébé, j'avais aperçu justement une notion d'aide éducative apportée aux parents à la demande des parents. Mais qu'en est-il à l'heure actuelle au niveau de la France, de ce soutien aux parents qui sont un petit peu désœuvrés? Par exemple, on voit, il y a beaucoup de problèmes de sommeil chez les enfants. Les parents sont des fois complètement dépassés. Ça devient un petit peu une mode d'aller consulter un spécialiste du sommeil. Et qu'en est-il en France, justement, par rapport au rapport des 1001 jours du bébé? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été promises et qui n'ont pas été faites. Dans la loi aussi contre les violences vis-à-vis des enfants, il y avait la formation des professionnels de l'enfance. Et il n'y a pas eu cette formation-là non plus. Voyez. Donc là, vous avez la chance d'être dans la ville d'Issy-les-Moulineaux, où il y a beaucoup de choses pour les parents, mais toutes les villes ne le font pas. Après, c'est confié aux mairies là, à l'heure actuelle. Mais c'est un grand chantier. Énorme chantier. Là, maintenant, avec les connaissances qu'on a, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. On sait tous les dégâts que ça peut faire. On le sait. Qu'est-ce que vous pensez de ce que propose Madame Goldman par rapport justement à son anti-éducation positive? Parce que moi, je pense qu'on a confondu l'éducation positive avec l'éducation laxiste. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et comme on disait que Françoise Dolto permettait tout aux enfants, je pense que Françoise Dolto, elle ne permettait pas tout aux enfants, mais elle permettait seulement de leur donner de l'écoute et de la parole. Et que pensez-vous de l'opinion de Mme Goldman? Je pense que c'est une caricature de ce que disent les chercheurs. Moi, mon travail, c'est de dire l'état de la recherche scientifique, c'est-à-dire ce que disent les chercheurs du monde entier sur ce qu'il faudrait faire vis-à-vis des enfants. Et les chercheurs disent que ce que je vous ai présenté ce soir, donc il y a un cadre, il y a savoir dire non, bien entendu. Donc, à mon avis, elle n'a pas lu mes livres. Sinon, elle ne dirait pas ça. Puisqu'on a l'exemple du soutien qui est apporté aux parents dans la commune d'Issy, je me demande quels sont les parents qui sollicitent ce soutien. Est-ce que ce sont les parents, le plus souvent, ce sont les parents qui sont en difficulté? Et à vous entendre, effectivement, est-ce qu'il ne serait pas mieux que les parents soient accompagnés avant même de devenir parents pour effectivement commettre certaines erreurs qui sont effectivement
Vous avez parlé du moment essentiel, c'est la première année où on peut effectivement commettre des erreurs, et les parents ne devraient-ils pas être préparés à devenir parents avant même d'avoir rencontré des difficultés? Pour moi, la période la plus importante, c'est pendant la grossesse, bien entendu. Donc il y a un travail à faire en maternité. Mais bon, moi, je ne sais pas si dans les consultations... Oui. Oui. Peut-être puis-je, si vous me le permettez, dire quelques mots sur ce qui se passe à Issy-les-Moulineaux. Je suis au fond, à côté du radiateur. Monsieur le maire, Bruno Jarry, donc je suis le directeur de l'association Clévy, mais par ailleurs, la question que vous posiez, c'est concrètement, qu'est-ce qui se fait à Issy-les-Moulineaux pour les parents? Sachez notamment qu'il y a un lieu qui s'appelle l'Aparté, qui est ouvert le mardi, le mercredi, le jeudi de 14h30 à 18h30, un samedi sur 2. Et l'entrée est pour tous les parents et futurs parents d'enfants de moins de 4 ans. Et pour être très clair, dans ce lieu-là, il n'y a pas de parents qui seraient différents d'autres parents, dans le sens où c'est accessible de manière universelle, quelle que soit la situation de la parentalité, qu'on soit parents solo, famille recomposée, famille nucléaire, quelle que soit la forme de la parentalité, tout à chacun est accueilli. Et même, pour être très clair, des parents qui s'interrogeraient ou des jeunes qui s'interrogeraient pour devenir parents, ils peuvent revenir et venir très clairement au sein de ces structures. Alors, qui accueille les parents ou les futurs parents? Eh bien, très concrètement, nous avons fait le choix ici, c'est 2 accueillants, et nous avons fait le choix que ce soit un homme et une femme. C'est très particulier parce que dans beaucoup de lieux d'accueil enfants-parents, vous n'avez que des femmes. Sur Issy-les-Moulineaux, quand vous allez à l'Aparté, vous êtes nécessairement reçus par 2 accueillants qui sont tous psychanalystes ou psychologues, cliniciens, et qui vont d'une certaine manière écouter ce qui surgit dans la relation de l'ici-maintenant par rapport à ce que l'enfant ou le parent donne à voir. Et nous ne sommes pas là dans une information qui serait descendante, mais nous sommes à côté des parents pour pouvoir écouter dans l'implicite ce qui se joue dans la relation parentale. Ça, c'est extrêmement concret. Et puis l'autre question, vous évoquiez sur la question de qu'est-ce qui se passe. Eh bien, dans un autre lieu qui s'appelle l'espace parents-enfants, il y a, notamment sur les futurs parents, un atelier qui existe depuis plus de 10 ans sur le champ prénatal et postnatal, où nous accueillons régulièrement avec nos collègues des associations amies, je pense à 3N ici présents, eh bien, très clairement, une multitude d'activités autour du champ prénatal ou de la danse parent-bébé. Parce que la question qui a été évoquée ici sur la question de la construction du lien, la constitution du lien, de ces premiers liens, eh bien, de quelle manière on accompagne les parents dans cette logique d'accordage, dans une logique de sécurité pour permettre à l'enfant d'être en sécurité. Donc sachez que ce lieu qu'est l'espace parents-enfants, l'Aparté, le choix de la ville, et notamment du maire, M. André Santini ici présent, c'est que ces services sont gratuits. Ça veut dire que c'est la ville, le département et la caisse d'allocation familiale qui payent la possibilité d'accéder à tous les parents à des possibilités pour réfléchir à leur manière d'être, à leur style, à leur singularité. Voilà. Donc, vous êtes naturellement les bienvenus, et cela s'inscrit, pour être très clair, dans les politiques publiques mises en œuvre. Alors, sur la question des tout-petits, notamment, tout à l'heure a été posée la question des maisons des 1000 jours. Très concrètement, sur notre département, la situation, je l'évoquais tout à l'heure avec Madame Gaguin, est particulière, puisque la Caisse d'allocation familiale a soutenu des structures avec maison des 1000 jours, mais l'Agence régionale de santé ainsi que le département, aujourd'hui, s'interrogent sur la labellisation de structures. Mais sur Issy-les-Moulineaux, sachez que l'espace André Chédid vient d'être reconnu maison des 1000 jours par la Caisse d'allocation familiale, et vous verrez en septembre prochain de nouvelles activités proposées en direction des parents autour de la question des 1000 jours, qui, je le rappelle, n'est pas autour de la naissance, mais autour du 4e mois jusqu'à peu près 1000 jours. Ça n'est donc pas l'anténatal ou la naissance de l'enfant. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu trop long, mais n'hésitez pas à vous interroger ou à vous questionner sur l'espace André Chédid. Nous serons heureux de vous accueillir. Merci. Oui, monsieur. Déjà, bonjour, et je voudrais profiter d'avoir la parole pour vous remercier pour l'ensemble de votre travail qui,
en tant que parents de jeunes enfants, nous a beaucoup aidés dans tous les moments qu'on a pu traverser. Donc merci pour ça. Puis j'en profite pour remercier aussi la ville d'Issy-les-Moulineaux pour la qualité exceptionnelle de sa politique famille qui a aussi permis de nous aider énormément. Moi, j'avais une question très concrète dans les slides qu'on a pu voir. J'ai vu un moment où vous parliez de l'exigence instantanée. L'exigence instantanée et les difficultés qu'il pouvait y avoir. Et en tant que père, je me suis intéressé à Boulby, à tout ce que vous avez pu écrire, à énormément de choses, et j'adhère complètement à l'idée d'empathie et de pouvoir accompagner ses enfants. En même temps, en tant que parent, on doit confronter nos enfants à des exigences instantanées, et effectivement, ça peut être compliqué. Et aujourd'hui, sur la réponse à adopter en tant que parent, en tant que père, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller pour traverser ces moments-là? Parce que ça fait partie de la vie aussi de poser un cadre, de dire maintenant il faut y aller, maintenant il faut être prêt, et simplement accueillir ne suffit pas. Voilà, donc si vous aviez quelques conseils. Alors, je n'ai pas fini mon topo, mais je peux répondre à votre question là maintenant. Tout dépend de l'âge de l'enfant. Il faut savoir qu'un tout petit, jusqu'à à peu près 5 ans, il n'a pas du tout la notion du temps. Donc, quand on lui dit il faut se préparer maintenant ou tout de suite et tout, il ne sait pas du tout, lui. Donc, il faut toujours le prévenir avant. C'est-à-dire que là, bientôt, on va partir. Donc, il faut lui laisser du temps. Mais demander qu'il fasse quelque chose tout de suite, à l'instant, par exemple se préparer à l'instant, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est ça qu'il faut savoir. Après 6-7 ans, ils ont la notion du temps. Mais les tout petits, ils n'ont pas du tout la notion du temps. Bon, quand on leur dit dans 10 minutes ou un quart d'heure, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Ouais. Oui, je voulais reformuler ma question parce que j'ai bien entendu ce qu'a répondu le monsieur qui se trouve dans la tribune. Comme il est en capacité de faire des observations, est-ce que les parents à Issy-les-Moulineaux, est-ce que la plupart de ces parents viennent solliciter ces services que lorsqu'ils sont en difficulté? Ou est-ce qu'ils viennent pour avoir une aide pour se préparer à être parent? Quelles sont les observations que ce monsieur a fait? Alors, juste pour vous dire que sur les ateliers, par exemple, sur la question du champ prénatal, très clairement, c'est des gens qui s'interrogent pour devenir parents et dont les mamans peuvent attendre un enfant. En réalité, nous avons beaucoup de personnes qui viennent nous poser un certain nombre de questions en fonction des situations. Il n'y a pas une réponse type parce qu'il y a différents types de manières d'entrer sur la question de la parentalité. Certains peuvent venir à l'aparté, l'air de rien, regarder ce qui se passe, poser une question. D'autres vont aller à l'espace André Chédid ou l'espace par enfant. Et une chose qui est sûre, c'est que sur ces différents lieux, tous les parents sont accueillis, quels qu'ils soient, et quels qu'ils soient dans l'histoire. Parce qu'on accueille aussi bien des jeunes parents que des parents d'adolescents, voire des parents d'étudiants sur Issy-les-Moulineaux, où par exemple des parents viennent nous voir pour dire est-ce que c'est normal qu'à 23 ans ils soient encore chez moi, etc. Non mais je souris parce que c'est qu'est-ce que je lui dis par rapport à telle ou telle chose. Ce qui nous intéresse, c'est d'écouter et d'accueillir ce qui surgit et ce qui pose problème par rapport aux parents. Voilà. Donc c'est difficile d'avoir une image globale de la situation que vous évoquez. J'en suis désolé, monsieur. Bonsoir. Alors moi, je suis la maman d'une petite fille de 4 ans. Avec son papa, on a fait le choix de la mettre dans une école privée qui s'appelle les Petits Écoliers. Et en fait, pour rebondir sur le propos de monsieur, nous, on a la chance dans cette structure de pouvoir être accompagnés dans la parentalité sur des sujets, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le sommeil, sur plein d'autres sujets. Et on n'a pas besoin en fait, d'être en demande. On a tout de suite en fait, cet accompagnement de l'école, ce qui est
je pense, très bénéfique pour les parents, puisqu'on n'a pas... des fois, on pense qu'on fait bien les choses et on peut avoir comment dire, des conseils. Et voilà, on a tout cet accompagnement, mais qui est directement à l'école, sans avoir besoin d'aller dans une autre structure. Et voilà, ça, c'est appréciable. C'est bon? Donc, je vous propose je reprends mon topo et puis après, on aura tout le temps pour poser des questions. Oui. Alors, les chercheurs, ils nous disent que jusqu'à 5 ans, le cerveau de l'enfant est très, très immature et qu'il n'est pas encore du tout capable de faire face à ses émotions. Et c'est très, très important, ça, parce que ça nous fait changer de regard. Au XXe siècle, on nous disait que l'enfant faisait exprès d'embêter ses parents, en faisant des grosses colères et tout. Maintenant, on sait que non, il ne le fait pas exprès. C'est parce que son cerveau est immature. Donc, ça nous permet de beaucoup, beaucoup mieux comprendre l'enfant, de savoir ce qui se passe au niveau de son cerveau. Donc, l'enfant petit, jusqu'à à peu près 5 ans, il n'est pas capable de faire face à ses émotions. Et que la peur et le stress sont très, très néfastes pour lui. Il n'a pas les structures cérébrales pour faire face aux peurs et au stress. Donc, il faut faire très, très attention aux enfants petits. Donc, l'enfant ne peut pas contrôler ses émotions jusqu'à 5-6 ans. Ce n'est pas qu'il ne sait pas ou ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. L'enfant petit, vous savez, il se contrôle très difficilement. Il va avoir des peurs incontrôlées, il va avoir des véritables angoisses, il va avoir des très très grands chagrins. Et très souvent, on lui dit « mais c'est rien, pourquoi tu pleures, c'est rien ». Alors que si, nous, quand on pleure ou quand on a des angoisses, on a un cerveau qui nous permet de prendre du recul, d'analyser la situation. Lui, il n'a pas du tout ces moyens-là. Son cerveau ne lui permet pas du tout d'analyser la situation, de prendre du recul. Donc, il a des émotions qui lui viennent vraiment le submerger. Donc, lui, quand il pleure ou quand il a des peurs ou quand il a des colères, c'est vraiment des très, très grandes tempêtes. Et donc, ça nous permet d'avoir de la compassion pour nos enfants petits quand ils ont des très, très fortes émotions, au lieu de leur dire bah, c'est un caprice ou c'est un trouble du comportement. Donc la partie du cerveau qui contrôle les impulsions et les émotions commence à maturer entre 5 et 7 ans en fonction de l'attitude de l'entourage. C'est pour ça que vous avez des enfants et des adolescents et des adultes qui ne savent toujours pas contrôler leurs émotions. Parce que normalement, on a appris, grâce aux adultes qui nous ont accompagnés dans l'enfance, à contrôler nos émotions. Mais il y en a encore beaucoup, beaucoup qui ne le peuvent pas. Quelle est la structure qui nous permet de contrôler nos émotions? C'est ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal, au niveau de nos orbites. Et ce développement de ce cortex qui est si important, pourquoi il est très important? Ce cortex orbitofrontal nous permet d'être empathique, de contrôler nos émotions, d'avoir un sens éthique et moral et de savoir faire des choix. Donc vous voyez que c'est la partie la plus précieuse que nous avons dans notre cerveau. Eh bien, ce développement du cortex orbitofrontal ne va se faire que si l'enfant reçoit de la sécurité affective, de l'écoute et de la bienveillance. Et dans ce cas-là, ce cortex va se développer progressivement et l'enfant va commencer à pouvoir contrôler mieux ses émotions, comprendre leurs causes, savoir les surmonter. Et l'inverse est vrai. Les humiliations vont donner un mauvais développement du cortex orbitofrontal. Vers 2-3 ans, les enfants mordent ou frappent, vous le savez. C'est dû à l'immaturité du cerveau de l'enfant
Et dès que l'enfant se sent en danger ou que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, eh bien, son cerveau immature va le faire réagir. Donc, ce n'est pas parce qu'il est méchant qu'il va taper, mordre ou griffer à cet âge-là, mais c'est parce qu'il a un cerveau très, très immature. Lors des tempêtes émotionnelles de l'enfant, si l'adulte sait être empathique, donc comprendre les émotions et les pensées de l'enfant, l'apaiser, l'aider à exprimer ses émotions, ça va avoir un effet très positif sur le développement global de son cerveau. Alors que si on ne console pas l'enfant, si on ne l'apaise pas, ça ne veut pas dire qu'on va céder du tout, eh bien, il va y avoir du cortisol qui est très toxique pour le cerveau de l'enfant. Donc, chaque fois que l'adulte est empathique, rassure, sécurise, console, soutient l'enfant, avec une attitude douce, chaleureuse, un regard compréhensif, un ton de voix calme, eh bien, ça fait maturer le cerveau. Et ça l'aide à faire face à ses émotions et à ses impulsions. Alors, on sait que le stress et les humiliations verbales et physiques sont très nocifs pour le cerveau. Et Bruce McEwen nous a montré ce que fait le stress permanent chez l'enfant. Il y a beaucoup, beaucoup de cortisol. Vous voyez un neurone florissant, là, avec toutes ses branches. Quand il a du stress, vous voyez, il perd des branches. Et si le stress est trop important, le neurone meurt et détruit complètement. Et on sait qu'un taux élevé et prolongé de cortisol chez l'enfant, ça peut altérer des zones cérébrales très importantes chez l'enfant. Le cortisol, quand il est en trop grande quantité, va interférer avec ce BDNF qui est un facteur de croissance des neurones. La maltraitance émotionnelle, ça c'est très important parce que les enfants subissent ça quotidiennement. C'est tout comportement ou parole qui va rabaisser l'enfant. T'es nul, t'es un bon à rien. Le critiquer, toutes les punitions, lui faire peur, lui donner un sentiment d'humiliation et de honte, l'isoler, le rejeter, l'ignorer, ne pas répondre à ses besoins fondamentaux. Eh bien, Anne-Laura van Hermelen, cette jeune Hollandaise, a travaillé sur ce que donne la maltraitance émotionnelle, vous voyez, que subissent les enfants, eh bien, ça va diminuer le cortex orbitofrontal. Et je vous redis à quoi sert le cortex orbitofrontal. Il nous sert à être empathique, à gérer nos émotions, à savoir faire des choix et avoir un sens éthique et moral. Donc vous voyez comme c'est important. Et que la maltraitance émotionnelle va diminuer toutes ces capacités-là. La maltraitance verbale et physique, là ce sont des études qui nous viennent de Harvard, eh bien, va diminuer le volume de l'hippocampe qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Les mauvais traitements émotionnels, les paroles blessantes et humiliantes vont avoir des répercussions désastreuses chez l'enfant, mais donner aussi beaucoup de troubles du comportement chez l'adulte qui deviendra. Les paroles, alors ça c'est une étude extraordinaire qui nous vient d'Harvard, que quand on dit à un enfant des paroles blessantes et humiliantes, par exemple « t'es nul, t'es un bon à rien », eh bien ça va altérer le fonctionnement de circuits qui nous permettent de comprendre le langage. C'est comme si le cerveau de l'enfant ne voulait plus entendre ce que les adultes lui disaient. Donc, vous voyez, il se protège. Ça donne aussi, évidemment, chez l'enfant, des dépressions, des troubles anxieux et des problèmes somatiques aussi. Le stress peut endommager des structures cérébrales et des circuits participant à la vision. Et là aussi, c'est encore une étude qui nous vient de Harvard qui est très intéressante. Quand un enfant assiste à des violences conjugales, eh bien là, c'est comme si l'enfant ne voulait plus voir. Il y a une diminution de la substance blanche de leur cortex visuel et des circuits participant à la vision. Donc l'enfant ne veut plus voir ce qu'il se passe. Pourquoi appelle-t-on agression le fait de frapper un adulte, cruauté le fait de frapper un animal et éducation le fait de frapper un enfant ? Personne ne sait qui a écrit cette phrase qui est géniale. Et pour conclure, eh bien, l'importance cruciale de l'enfance pour le devenir d'une société. L'enfant, évidemment, devrait être la priorité de toute la société.
Ne plus humilier l'enfant verbalement et physiquement, être empathique, c'est une révolution éducative qui implique de former tous les professionnels de l'enfance pour qu'ils développent leurs compétences sociales et émotionnelles et puissent accompagner les parents. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je voudrais vous lire ce qu'a dit Martin Luther King. Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons périr ensemble comme des imbéciles. Donc, merci à Martin Luther King d'avoir dit cette phrase. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour cette très belle conférence. Alors, j'ai cru comprendre que nous avons passé une soirée pleine d'émotions agréables, si je vous ai bien compris. Donc, nous avons tous accumulé beaucoup d'ocytocine, n'est-ce pas? Je vous rappelle que là-haut, au moment du cocktail, vous pourrez aussi acheter les livres que la librairie Nati met en vente, hein, pour une enfance heureuse, heureux d'apprendre à l'école, l'être à un jeune parent, entre toi et moi. Donc tout ça, ce sera là-haut. Je voulais aussi vous rappeler deux dates très importantes qui sont le Festival du Livre, le samedi 14 juin, et aussi la soirée de présentation de la saison culturelle le jeudi 19 juin à l'auditorium à 19h30. Et comme c'était la fin, effectivement, de ce cycle des entretiens d'ici, en tout cas pour cette année, je voudrais qu'on applaudisse et qu'on félicite le service culture avec sa directrice, Madame Attard. Rendez-vous là-haut.